En fait, nous sommes une association naissante qui est née en début 2019 et on fait nos armes, donc du coup on cherche les moyens de communication et les moyens de... Donc on y croit même si on n'est pas très nombreux. Voilà. Et donc ça fait très plaisir de vous avoir ce soir pour qu'on échange sur le sujet. Alors, le principe de l'association, c'est de ne pas avoir toujours des conférenciers, mais de se baser sur des textes, des livres ou des textes en sciences humaines pour pouvoir parler de ce qui qui nous permet de mieux comprendre notre époque et de comprendre, de peut-être essayer de mieux vivre ensemble d'une certaine manière. C'est ça un petit peu le thème de l'association. Voilà. Ce soir, nous allons parler d'un livre de Marie-Chantal Doucet, qui est sociologue et travailleuse sociale et professeure à l'université d'Ottawa, donc elle est québécoise. Et ses recherches portent sur l'individu contemporain et elle développe ce qu'on appelle la recherche clinique en sciences humaines. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça consiste. C'est un parti pris en termes de sociologie et c'est important, y compris pour notre association. Alors en fait, ce livre-là, elle l'a écrit avec des questionnements et un parti pris. Le questionnement qu'elle a, c'est le déclin de la sociabilité qu'on peut observer dans les villes occidentales. Est-ce que le célibat, c'est-à-dire c'est une forme de vie très développée dans les grandes villes, c'est un symptôme de ce déclin, ou bien est-ce qu'on assiste à l'émergence d'un rapport à l'autre, mais qui est renouvelé, différent? Marie-Chantal Doucet a basé son ouvrage sur une étude auprès d'adultes de 37 à 56 ans solitaires. Voilà, une vingtaine d'adultes. Elle s'intéresse à ces solitudes-là parce qu'elle considère que ça met en relief les sentiments intimes de l'individu contemporain et en lien avec la société actuelle. Pour elle, à travers l'étude de la solitude des personnes qui vivent seules, on peut observer les effets de l'absence de l'autre et comprendre la place que cet autre absent occupe dans la conscience et l'expérience contemporaine. Donc elle va travailler beaucoup sur la subjectivité. Voilà. Et enfin, le questionnement clé de ce livre, c'est: est-ce que la solitude est la conséquence d'un individualisme extrême ou assistons à l'émergence de nouveaux rapports à l'autre? Donc elle y est allée sans a priori, comme une scientifique. Elle est sociologue. Alors avant de vous livrer la synthèse des résultats de son étude, elle a toute une partie du livre qui aborde différents regards, la philosophie, la sociologie, la psychologie, sur la solitude. La philosophie existentielle, par exemple, dit que la solitude est nécessaire à la formation du sujet. Je ne deviens pleinement conscient de moi-même qu'en prenant conscience de ma solitude fondamentale. Charles Taylor, philosophe, lui parle de 3 malaises dans la modernité: la perte de sens, la disparition des fins et la perte de la liberté. Et pour lui, Charles Taylor, la culture de l'épanouissement personnel équivaut à une perte de sens social. Plus on cherche à s'épanouir au plan personnel, d'après Charles Taylor, et plus on peut avoir un sentiment de perte de sens social. Françoise Dolto, psychanalyste, établit une différence entre le sentiment de solitude qui empêche de créer, le sentiment de solitude, et la solitude elle-même qui, au contraire, est créative et pousse à atteindre un stade supérieur de soi. Elle fait la différence, François Dolto, entre le sentiment de solitude et la solitude, l'état de solitude. Pour Winnicott, pédiatre et psychanalyste, l'enfant doit apprendre à passer de la solitude au contact à autrui, puisque ces périodes alternent. La séparation de la mère, pour Winnicott, doit être dominée par l'incorporation de celle-ci dans le psychisme. Autrement dit, je l'intègre et à ce moment-là, je suis capable
de solitude sans un sentiment d'abandon ou de solitude. Pour Maupassant, là du coup il n'est pas psychologue, auteur, c'est l'autre qui fait voir à quel point on est seul. Paradoxe dont il faut s'accommoder. Maupassant dit, c'est l'absence de l'autre qui me fait éprouver ma solitude. Robinson Crusoe, le héros de Daniel Defoe, est une forte représentation de la solitude. Pour Robinson, l'absence d'autrui lui permet une réflexion sur la place qu'occupe cet autre et sur sa nécessité. Michel Tournier, qui a repris le récit de Robinson dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, dit, lui, que la présence d'autrui est un rempart contre la folie. L'autre est essentiel. Michel Hanoun, homme politique dans son essai sur les solitudes, établit, lui, un lien intéressant entre l'émergence progressive de la subjectivité individuelle, le sentiment d'être soi et d'avoir conscience de son intériorité, et le sentiment actuel de solitude. Alors il trace un parcours qui part du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, solitude, c'était synonyme de lieu désert. Elle était extérieure à l'individu et ne désignait pas forcément un lieu redoutable, et donc ce n'était pas intériorisé. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que la solitude prend la connotation subjective qu'on lui connaît aujourd'hui. On assiste alors à l'émergence de la subjectivité. L'individu se met à séparer la sphère publique et la sphère privée. Ça ne date que du XVIIe siècle. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le courant des Lumières fait de la famille le lieu privilégié de la vie privée en Occident. Et la famille, à ce moment-là, se sépare du reste de la société. On peut parler d'une certaine solitude de la famille qui émerge. La famille devient le lieu par excellence de l'intériorité. Fin du XIXe siècle, encore une séparation, la chambre conjugale est séparée de la chambre des enfants, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le couple conjugal se distingue de plus en plus du couple parental. Et les membres du couple revendiquent du temps pour soi, marquant une frontière entre soi et le couple, soi et la famille. Voilà tracé ce lien entre l'émergence progressive de la subjectivité individuelle, dont on voit que peu à peu, elle progresse jusqu'à se retrouver soi. Vincent de Goljac, sociologue clinicien, dit que l'individu se veut le sujet, l'individu actuel se veut le sujet de son histoire. Mais le soi se construit dans l'altérité, c'est-à-dire à travers les autres. Pour Simmel, sociologue, la vie sociale est un mouvement par lequel les relations entre individus se remodèlent en permanence. Alors pour Marie-Chantal Doucet, Simmel est très important et elle guide tout son ouvrage sur Simmel parce qu'il a développé le concept d'action réciproque et le concept de sociabilité des individus. Alors c'est quoi? C'est qu'en fait, il considère, Simmel, qu'aujourd'hui, c'est par un compromis entre l'individuel et le collectif qu'on développe la vie dans les métropoles par la sociabilité, autrement dit par les échanges, plus par ce type de rapports qui vont permettre une socialisation. Et l'école de Chicago, qui analyse le comportement des acteurs dans le développement des grandes villes, dit que l'individu moderne, c'est un homme de l'entre-deux, constamment déchiré entre les normes de son milieu d'appartenance et la recherche d'une identité personnelle authentique. On voit se dessiner un mouvement. Et en fait, l'homme moderne, l'individu moderne, posséderait la faculté de passer du dedans au dehors social. Alors, dans notre association, on renvoie beaucoup à l'expérience, et là, c'est intéressant quand on va discuter de se dire, au fond, ce qu'on vit, nous, chacun. Vous voyez, c'est ça un peu le projet. Et l'individu moderne, pour l'école de Chicago, serait fluide et ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de mise en tension entre le dehors, le dedans, être seul, être avec les autres. Voilà.
Moi, ça m'a beaucoup parlé. Et pour les auteurs, pour finir avec ce tour d'horizon du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien de Paris, la désertion politique à laquelle on assiste aujourd'hui n'est pas forcément le signe d'un désenchantement du social, comme on peut l'entendre et le dire. Il considère, ce centre d'études, qu'il y a une montée de l'importance des groupes de sociabilité, ce qu'on peut appeler les tribus, les échanges, les modes de fonctionnement de ce type-là. Depuis une trentaine d'années, on assiste à ça. Alors, Marie-Chantal Doucet conclut, après ce tour d'horizon, qu'au fond, le solitaire parle de nous tous. La solitude mise en discours par le solitaire lui-même, c'est une certaine manière, une façon de construire le social aujourd'hui. Le solitaire illustre de façon lumineuse, ça je cite sa phrase, la condition de l'individu contemporain. L'homme d'aujourd'hui, l'homme ou la femme d'aujourd'hui, tourmenté par son besoin d'amour et d'indépendance. Deux besoins contradictoires qu'il faut gérer au quotidien. C'est ça sa conclusion. Le solitaire tant répandu dans les villes occidentales serait le résultat d'une tendance de l'individu à s'organiser de façon autonome tout en poursuivant sa recherche de l'autre. Alors, avant de vous donner l'émergence de ce que Marie-Chantal Doucet a appelé les invariants, c'est-à-dire les éléments qu'elle a repérés chez l'ensemble des sujets interviewés, sa méthodologie, je voulais vous en parler, je vous en ai parlé au début, c'est la sociologie clinique. Alors, c'est quoi la sociologie clinique ? C'est une sociologie qui s'intéresse plus au caractère dynamique, relationnel de la vie sociale, plus à ça qu'aux questions structurelles. C'est un nouveau champ, c'est un champ différent. Ce n'est pas les institutions, les statistiques et toutes ces choses-là. C'est plutôt une attitude compréhensive, c'est-à-dire que la sociologie clinique va s'intéresser à la subjectivité du sujet et au sens qu'il donne aux conduites qu'il a. Autrement dit, ce que disent les solitaires interviewés, de ce qu'ils vivent et font, et le sens qu'ils en donnent, c'est ça qui va être analysé et interprété. Voilà. Alors, les questions qui ont été posées lors des entretiens, c'est comment le solitaire se représente la solitude, se conçoit-il comme un séparé, un célibataire, de quoi est fait son quotidien, quelle est la place des autres dans la vie du solitaire. Alors, avant de vous donner les résultats des entretiens, il est important de dire qu'il y a eu un parti pris parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur la solitude, il y a beaucoup d'angles sur la solitude, et pour moi, cet ouvrage m'a intéressé parce qu'il montrait finalement une possibilité d'émergence d'une nouvelle forme de vie sociale portée par les solitaires. Et donc, c'est pour ça qu'elle a pris des personnes en activité, puisque c'est de 37 à 56 ans, et qui, peut-être pour une grande part, ont choisi. Alors, dans les interviews que j'ai pu lire et que je ne vous reporterai pas, je peux vous renvoyer au livre, un certain nombre ont été, c'est pour ça le titre du débat, ont été dans une solitude subie. Certains ont pu en faire une opportunité, d'autres non. Et un certain nombre, une bonne partie, ont été dans une solitude choisie. Voilà. Ceci étant, quand on est solitaire, après, ce qui paraît important, c'est le sentiment qu'on peut avoir de la solitude, ou est-ce qu'on le prend comme étant, voilà, solitaire. Alors, les résultats des entretiens. Elle divise ça en 3 grands champs. Pour tous les hommes et femmes interviewés, la solitude est un passage. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la solitude peut amener à la connaissance de soi. Et le troisième point, la solitude peut mieux apporter la connaissance des autres. Voilà les 3 sujets. Alors, solitude comme passage. Alors, tous sont des passeurs entre 2 temps, c'est-à-dire quand on va vers la solitude, on passe au temps du nous vers le temps du je. Voilà. On quitte une famille d'appartenance, on quitte un groupe, on vit des moments de solitude où là, quand on est célibataire, on vit tout le temps célibataire, et donc du coup, ça nous fait passer du nous au je. C'est un passage qui est un espace-temps de construction
voire de reconstruction, mais qui n'empêche pas les crises, bien entendu. Et le solitaire cherche ailleurs, hors des traditions du passé, de nouvelles formes de rapports sociaux, c'est-à-dire pas les rapports sociaux qu'il a vécus dans sa famille, ou même avec ses amis proches, etc. Il cherche de nouveaux... Alors c'est aussi un apprentissage, puisqu'il faut apprendre à meubler son existence, à vivre seul, et ça met le soi à l'épreuve, ce qu'ont dit tous les célibataires, tous les gens qui vivaient seuls. Il faut trouver des activités, il faut se faire un réseau, il faut organiser son quotidien. Et il y a un choix permanent qui s'établit entre la contrainte que peut représenter l'autre, puisque ça peut finalement constituer une contrainte, et ce quelque chose de plus que peut apporter l'autre. Donc il y a une ambivalence par rapport à l'autre. Quand je suis seul, je vais les voir, mais je choisis mes rencontres, et est-ce que ça ne va pas être une contrainte ? Voilà, et est-ce que j'y vais pas ? Donc c'est vraiment un passage. Pas toujours simple, mais c'est un passage. La solitude comme connaissance de soi. Ça m'a paru intéressant parce que ça rejoignait les thèses de la philosophie et de la psychanalyse, comme quoi il faut être seul pour pouvoir se connaître et se développer. Alors la femme et l'homme solitaire se retrouvent souvent face à soi-même, à eux-mêmes. C'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience de soi et de la distance au monde. Le propos, c'est de dire que si je suis toujours en groupe, toujours dans le nous, j'ai du mal à prendre de la hauteur et à regarder ce que je suis et ma distance. Mais les autres restent présents. Parce que la solitude se construit dans la relation aux autres. C'est-à-dire que c'est une présence-absence. Ils sont présents. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que dit Marie-Chantal Doucet, c'est que le solitaire développe ce qu'on appelle son quant à soi. Alors, c'est quoi le quant à soi ? La définition qu'en donne Marie-Chantal Doucet, c'est la part de soi qui se trouve en rupture avec la société. Donc, qui est rebelle, qui n'est pas dans ces normes-là et qui est en rupture, qui ne pense pas comme pensent la plupart des personnes. Ce que dit Marie-Chantal Doucet, c'est que ce quant à soi permet la créativité dans le style de vie, quand on prend conscience de ça, et la construction de nouveaux sens de la réalité sociale. Elle va plus loin, elle dit que ça, c'est essentiel à la construction de la société. Autrement dit, la thèse de Marie-Chantal Doucet, c'est que si on ne reste que dans nos communautés d'origine, nos familles, tout ça, etc., on ne peut pas être à même de construire de nouveaux rapports sociaux. Puisque du coup, on est dans le même, on est dans le nous, c'est confortable, etc. Mais on ne développe pas ce quant à soi. On ne fait pas émerger cette capacité créative à être en rupture avec la société. Alors ça peut être sur des choses très concrètes, hein. Ça peut être sur le fait de ne pas se retrouver tous les dimanches en famille, ou de faire d'autres choses, ou d'avoir d'autres rapports sociaux dans d'autres temps, etc. Voilà. Et elle dit que tous les solitaires qui ont été interviewés jouent avec les codes sociaux, ils s'en démarquent et ils en inventent d'autres. Mais, et ça c'est Zimmel qui le dit dans une... Je vais lire parce que cette phrase est très belle. Le revers de cette liberté conquise sur la mesquinerie et les préjugés, je lui laisse la responsabilité de son jugement, peut être l'expérience d'extrême solitude que la femme ou l'homme peut faire au milieu de la foule dense, mais indifférente d'une grande ville. Qui n'a pas vécu ça? Enfin, la solitude comme connaissance des autres. L'émergence du quant à soi favorise la connaissance des autres. Pourquoi? Parce qu'en étant à distance, on voit mieux les autres. On n'est pas collé. On peut adopter une posture critique. On acquiert une certaine objectivité de son regard. Et alors, ce que lui ont dit les femmes et les hommes, ce qu'on dit aux enquêteurs, c'est qu'ils se méfient des relations trop intimes parce que c'est vécu comme des menaces de proximité trop grandes qui feraient perdre son quant à soi. Autrement dit, gagner son quant à soi, c'est au fond avoir une plus grande défiance pour une intimité qui serait trop forte. Alors, les conclusions de l'auteur. Alors, ça reprend un petit peu les études, mais ça synthétise bien. Autrefois, les rapports sociaux étaient définis par des structures sociales stables.
on s'inscrivait sans se poser de questions dans la tradition du mariage ou de la famille, et les rapports étaient construits dans un nous peu différencié. La solitude est un passage de nos sociétés du nous au je. Elle met en jeu la tension paradoxale entre distance et proximité. La connaissance et la créativité sociale, mais le jeu doit apprendre à vivre seul dans un espace à soi, avec un temps pour soi. Et la préoccupation principale du solitaire, comme de l'individu contemporain, c'est de trouver l'équilibre entre soi et autrui. Cela explique, pour Marie-Chantal Doucet, la multiplication des thérapies, démarches spirituelles et autres processus d'autoréflexion. Elle considère que le quant à soi qui émerge représente une opportunité historique d'aller de l'avant en se défaisant des ficelles du passé et en construisant de nouvelles formes de rapports sociaux. Elle a une vue, somme toute, optimiste sur la solitude. Bon, c'est pas courant, d'une certaine manière. Et enfin, le solitaire et les rapports amoureux. Pour le solitaire, l'amour établi équivaut à l'incorporation, ce qui menace l'individu de se perdre dans l'autre et dans le regard de l'autre. L'autre comme amoureux présente le danger d'entraîner le sujet dans un projet qui fait perdre son espace à soi. La question de l'amour comme premier et dernier rempart contre la solitude vient interroger la recherche de la bonne distance entre un amour trop intense qui fait perdre son individualité et la bonne personne avec laquelle on vit des relations satisfaisantes en restant sur son compte à soi. Et enfin, elle conclut, de l'enquête qui avait été faite, si la souffrance d'être seul a pu s'exprimer à travers les entretiens, diverses expressions ont témoigné d'un certain bonheur à être seul. Voilà. Alors voilà le résumé de cet ouvrage. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on... non, mais tu peux laisser courir, c'est pas... Et après. Ce que je vous propose, c'est qu'on échange sur le sujet. Est-ce que ça a fait écho pour vous? Sachant que la thèse de Marie-Chantal Doucet, c'est de dire ça ne touche pas que les solitaires. Moi, j'ai été touché par ça. On a des moments de solitude, on a cette ambivalence. Voilà. Et donc, d'en discuter. Solitude choisie, solitude subie. Voilà.